La vie de Brad Carson semblait idyllique aux yeux de son entourage. Son entreprise prospérait, ses employés étaient satisfaits, et son épouse Molly faisait l'envie de beaucoup. Leurs 3 enfants réussissaient brillamment, 2 d'entre eux étant déjà diplômés d'université. La famille rayonnait de santé et de bonheur. Molly, une brune majestueuse au sourire radieux, était le plus précieux trésor de Brad. À 50 ans, elle défiait le temps, sa silhouette attirant toujours les regards malgré ses 3 maternités. Leur histoire d'amour débuta lors d'un gala de charité hospitalier où Brad avait accompagné sa mère à contre-cœur. Le destin les plaça à la même table que Molly, venue avec un commercial en équipement médical particulièrement exubérant. Au fil de la soirée, les regards de Molly croisèrent ceux de Brad, implorant silencieusement d'être secouru de son cavalier de plus en plus éméché. La mère de Brad lui donna un coup de coude complice, et bientôt il entraînait Molly sur la piste de danse. Leur connexion fut instantanée et électrisante. Leur relation s'épanouit, menant au mariage et à la naissance de 3 enfants. La carrière de Brad prospéra, reprenant finalement l'entreprise de son père, Southeast Manufacturing. Molly jonglait entre la maternité et sa carrière d'infirmière, avant de se consacrer au travail en comité hospitalier. La vie semblait parfaite jusqu'à une partie de bridge fatidique avec leurs voisins, Ken et Brenda. La poitrine de Brad se serra, sa vision se troubla, et soudain il se retrouva au sol, entouré de visages inquiets. La pièce tournoya tandis qu'il entendait Brenda appeler une ambulance. La semaine suivante fut un brouillard de chambres d'hôpital et de visages soucieux. Molly resta une présence constante, défendant farouchement les intérêts de son mari. Brad avait subi une crise cardiaque massive, échappant de peu à la mort grâce à l'intervention rapide de ses amis du corps médical. Alors que Brad entamait sa convalescence, Molly prit les choses en main, imposant un régime strict de repos, d'exercice modéré et de réduction du stress. Elle lui tenait la main, les yeux emplis d'amour et de détermination, expliquant le nouveau mode de vie qui leur assurerait de nombreuses années ensemble. « Mon amour, nous devrons adapter notre intimité pendant quelques mois. Les moments de passion qui m'enivraient tant me manqueront. Nos expressions d'amour devront être plus douces, mais seulement temporairement. Tu es fort et tu retrouveras toute ta vigueur avant même de t'en rendre compte. En attendant, nous nous contenterons de tendres caresses. Je t'aime profondément et je serai à tes côtés pendant que nous surmontons cette épreuve. L'amour sera particulièrement merveilleux quand mon bien-aimé sera de nouveau entre mes bras. » Brad connaissait les règles à suivre. Il avait des amis et des associés qui avaient reçu le même diagnostic. Bien que cela lui déplut, l'alternative était de renoncer à tout plaisir charnel pour l'éternité. Le choix s'imposait naturellement. Durant les 4 premiers mois, Brad fut le patient idéal. Pas de plaintes, pas de lamentations, et un respect total des consignes. Molly était une force positive dans le rétablissement de Brad vers une vie épanouie. Sa seule préoccupation concernait la manière dont Molly gérait cette période d'abstinence. Elle avait toujours eu recours à des accessoires intimes durant ses voyages d'affaires. Ils en profitaient même ensemble selon leurs envies. De leur fiançailles jusqu'à leur 30e anniversaire de mariage, ils avaient été des amants passionnés et énergiques. Souvent, ils se retrouvaient tous deux couverts de la douce rosée de leurs ébats. Brad considérait comme une bénédiction d'avoir une épouse si belle et insatiable. Il prenait plaisir à satisfaire ses désirs plusieurs fois par semaine. Comment gérait-elle son actuelle incapacité physique? Molly commençait à s'impatienter face à ce qui lui semblait être des progrès physiques lents, bien qu'ils fussent en avance sur le calendrier de récupération établi par le médecin. Durant la journée, elle restait rayonnante et joyeuse aux côtés de Brad. Bien que les rapports intimes fussent proscrits, leur tendresse mutuelle persistait. Molly surveillait ses capacités à travers sa tension artérielle et son rythme cardiaque. Il put commencer à marcher doucement, atteignant progressivement 1 mile par jour. L'objectif était d'augmenter graduellement la charge sur le muscle cardiaque chaque semaine. Selon son cardiologue, cela lui permettait une activité intime modérée. Au début du 4e mois après l'incident, Brad avait suffisamment récupéré pour recommencer à goûter certains aspects de sa vie intime. Pas à pas, ils intensifièrent progressivement leur activité. Bien que cela contribuât au rétablissement de Brad, ni l'un ni l'autre n'appréciait vraiment ce manque de spontanéité et cette intimité entravée par les fils et les moniteurs. Brad surnomma ce processus « l'amour façon Frankenstein ».
Quand Molly éteignait le moniteur, elle murmurait tendrement « Bientôt, mon amour, bientôt ». Avec l'amélioration de l'état de Brad, elle pouvait le laisser seul pour faire des courses et reprendre les activités sociales qu'elle appréciait. Après une bonne nuit de sommeil, un matin, Brad entendit le téléphone sonner et Molly répondre « Allô, Carrie ». Cela raviva Brad car il adorait communiquer avec sa fille enjouée, résiliente et éprise de liberté. Il se traîna le long du corridor et s'approcha de Molly qui était au téléphone. Il entendit Molly dire « Ah oui, ton père s'améliore de jour en jour. C'est ce que disent les médecins puisqu'ils le voient chaque semaine. Je ne le vois pas vraiment ainsi, mais il va beaucoup mieux que lorsque nous l'avons ramené à la maison. » Il y eut un silence dans la pièce jusqu'à ce que Molly reprenne la parole. « Oui, mon thérapeute fait du très bon travail. Je suis très satisfaite des résultats. Bien sûr, il n'égale en rien les moments d'intimité que j'avais avec ton père, ou que j'avais et que j'aurai peut-être à nouveau bientôt. Personne ne m'a fait vibrer comme ton père. » Alors j'ai dit à Eric que c'était temporaire et qu'une fois que Brad aurait retrouvé ses forces, je n'aurais plus besoin de ses services. Des sons étouffés au téléphone, puis, oui, je sais qu'il ne pourra plus être aussi passionné qu'avant, mais il lui faudra du temps pour retrouver son endurance. Donc oui, Eric interviendra probablement sur appel plus tôt que les 2 fois habituelles par semaine. Oui, ma chérie, 2 fois par semaine. C'est toujours moins que d'habitude. À ce moment-là, Brad ne pouvait plus tenir debout dans le couloir. Il dut s'asseoir pour ne pas tomber. L'amour de sa vie le trompait avec un autre homme. Comment pouvait-elle ? Suis-je vraiment si insignifiant ? Sa tête tournait presque comme s'il faisait une crise cardiaque. Il commença désespérément l'exercice de respiration que son médecin lui avait conseillé en cas de stress. En parlant de stress, Molly entendit Brad tituber vers la chaise et laissa tomber le téléphone pour courir aussi vite que possible vers Brad qui était devenu pâle. Elle le soutint pour qu'il ne tombe pas au sol. Il prenait délibérément de grandes inspirations et expirations régulières et douces. Il prit une profonde inspiration et en expirant, regarda Molly en disant « Traîtresse, inspire, expire, traîtresse, inspire, expire, traîtresse ». Paniquée, elle interrompit sa conversation téléphonique avec Carrie et composa le 911 pour une ambulance. Les médecins urgentistes le chargèrent dans le véhicule et le mirent sous oxygène. Molly essaya de monter à l'arrière de l'ambulance, mais en raison de sa réaction violente, les urgentistes lui dirent d'y aller par ses propres moyens. La même chose se produisit à l'hôpital. Molly ne fut pas autorisée à entrer dans la chambre. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que le médecin de Brad ne sorte voir Molly. Molly, qui s'était presque rongé tous les ongles, se blâmant d'avoir provoqué une nouvelle crise cardiaque. « Molly, dit le médecin, il est stable maintenant. La cause de la réaction n'était pas une crise cardiaque. C'était un stress émotionnel. Dans son état affaibli, la tension était trop forte et il s'est effondré. Quoi que ce soit, cela avait un rapport avec vous. Il ne veut absolument pas vous voir dans sa chambre aujourd'hui. Nous verrons comment il va demain. Je m'attends pleinement à ce qu'il obtienne son congé demain. Je vous en prie, rentrez chez vous et reposez-vous avant de devenir mon prochain patient. » Elle ressemblait à un chiot malheureux en marchant vers sa voiture. Ce qui avait provoqué cette réaction, et puis elle comprit soudain, il avait dû surprendre sa conversation avec Carrie concernant ses rendez-vous intimes avec Eric. Elle espérait que ses séances avec un thérapeute resteraient secrètes. Après tout, leur intimité n'appartenait qu'à eux deux. Personne d'autre n'était impliqué, sauf Carrie bien sûr. Cela ne regardait personne ce qu'elle faisait de son corps puisqu'elle ne recevait pas autant d'affection qu'elle en avait besoin. Pas étonnant qu'il se soit évanoui. Elle réalisa que son mari lui faisait entièrement confiance. Il ne posait jamais de questions qui auraient pu suggérer qu'il la soupçonnait de mentir ou d'être infidèle. Il n'était pas prêt à entendre une conversation avec Carrie à propos de son amant Eric. Avant qu'elle ne parte en Europe pour 1 mois, il y a quelques années, il l'avait taquinée en disant qu'elle regretterait ses caresses. Elle en avait ri, disant « Commence ton cardio avant mon départ car à mon retour, je te hanterai pendant des jours. » Heureusement, à son retour, elle n'eut pas à lui mentir sur ses aventures italiennes de ce mois-là. Elle n'avait pas menti, mais il n'avait jamais posé de questions. La même chose s'était produite pendant sa maladie. Le lendemain matin, son ami Dr Ken vint voir Brad. Ken parla au médecin des urgences et sentit qu'il devait être là pour Brad. «
Et Brad, tu nous as fait peur hier. Je suis content que ton cœur n'ait pas été la cause principale, mais le stress que tu subissais aurait pu provoquer une autre crise cardiaque. Veux-tu que je te prescrive des sédatifs pour calmer ton anxiété? Non, Ken, ce n'est pas l'événement qui m'a tant perturbé, mais une vérité qui est soudainement apparue. Maintenant que je comprends quel est mon problème encore caché, je pense pouvoir y faire face. Je te remercie quand même pour ton offre et peut-être aurais-je besoin de conseils plus tard, d'accord? Bien sûr, Brad, pas de problème. Je retourne au bureau. Veux-tu que je te ramène chez toi ou attends-tu Molly? Non, Molly ne vient pas me chercher. Cela fut dit avec plus d'amertume que Ken ne s'y attendait. Son ami médecin commença à réaliser que Molly était la cause de la crise de stress de Brad. Ken évita délibérément tout sujet qui pourrait stresser Brad pendant le trajet. Il aida Brad à s'installer sur le canapé du salon. Il fut surpris que Molly ne soit pas auprès de son mari. Brad ne voyait pas d'inconvénient à avoir quelques heures seul avant de confronter son épouse. Il nota quelques points qu'il voulait lui dire. Il résoudra le problème dans quelques jours. Pour l'instant, il souhaitait simplement se reposer plutôt que de se jeter dans la tempête qu'il pressentait. Quand Molly arriva, elle laissa tomber les courses et courut vers Brad. L'expression de douleur dans ses yeux et sur son visage la stoppa net, comme un chien brusquement retenu par sa laisse. « Brad, je suis tellement désolé. Tais-toi. Je ne veux pas entendre un mot de ce dont tu as discuté avec Carrie. J'ai besoin de me reposer, de m'éclaircir l'esprit et de me calmer. Mais Brad, tais-toi. Me suis-je bien fait comprendre ou essaies-tu de me tuer? Non, Brad, je suis juste si heureuse que tu sois rentré. Je veux une longue vie avec toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu m'aimes tant, apporte-moi un verre d'eau. J'ai besoin de me débarrasser de cette horrible nourriture d'hôpital. Tu me prépareras le dîner? Il est déjà 18 heures. La soirée fut très silencieuse, Molly marchant sur la pointe des pieds, évitant d'aborder le sujet de son apparente infidélité avec son mari visiblement contrarié. Après 2 heures à regarder 2 équipes de NFL peu inspirées, il alla se coucher. Pour la première fois de sa vie, il partit dormir sans embrasser Molly. Il entra dans la chambre principale et désactiva toutes les alarmes, pensant que cela l'aiderait à dormir. Peu après, il sentit son épouse se glisser dans le lit en tenue légère. Elle se pressa contre son dos et l'enlaça. « Ne fais pas ça, lui dit-il pour éviter tout contact. » C'était déjà assez difficile pour lui de dormir, sans avoir à supporter ses pleurs silencieux. Il pensa que si elle n'appréciait pas cette nouvelle situation, elle pouvait aller dans la chambre d'amis. 2 jours plus tard, il dit « Parlons après le petit déjeuner. Tu es d'accord ?» Après avoir débarrassé leur petit déjeuner diététique, elle s'assit au bord de la table de cuisine, attendant la pire conversation de sa vie. Brad entra silencieusement dans la pièce, s'assit en face d'elle et posa une tablette et un stylo sur la table. « Molly, je veux que tu me racontes avec tes propres mots ce qui se passe concernant la conversation téléphonique avec Carrie que j'ai entendue. Je n'ai entendu qu'un côté, et il semble que tu me trompes depuis un moment. Maintenant, je veux connaître toute l'histoire du début à la fin. Comprends-tu ce que je veux entendre ?» Le « oui » fut si faible qu'il l'entendit à peine. « Une chose encore, Molly. Nous sommes au bord du précipice. Notre famille peut être restaurée ou détruite, selon ce que tu vas me dire. Pour moi, la vérité est aussi importante que la loyauté. N'essaie pas de mentir ou de mettre des points importants en pensant que tu me préserves ou me protèges. Si je découvre que tu mens ou que tu dissimules des faits concernant ton comportement, j'entamerai immédiatement une procédure de divorce. Est-ce que tu comprends? Oui. Maintenant, je vais te donner l'occasion de me raconter ce qui s'est passé sans t'interrompre. C'est ta seule chance de tout mettre à plat pour déterminer ce qui se passera ensuite. J'ai besoin de cette tablette pour noter mes questions après que tu auras terminé. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Brad, je suis tellement désolé que tu aies entendu une partie de ma conversation avec Carrie. Ta réaction est compréhensible. Ce qui est pire, c'est que cela s'est produit alors que tu te remettais si bien d'une crise cardiaque. Je te remercie de ne pas m'avoir jeté à la rue, mais de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer ma position. C'est pour cela que je t'aime tant. Mon histoire commence il y a 3 ans, après de nombreuses parties de tennis. J'avais des tensions musculaires et ligamentaires. J'étais assise sur le banc, presque en larmes à cause de la douleur et de l'incapacité à jouer,
quand un homme de 10 ans, mon cadet, s'est approché et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué mon problème, et il m'a dit qu'il était kinésithérapeute et qu'il pourrait peut-être m'aider. Au début, je pensais qu'il voulait simplement avoir un contact physique déplacé. Il m'a tendu sa carte professionnelle et m'a suggéré de le rejoindre au poste de premier secours où il pourrait travailler avec moi en présence des secouristes. Molly poursuivit, en une demi-heure, mon dos allait beaucoup mieux et j'ai pu terminer le tournoi. Il a un cabinet dans le sud de Tampa et je suis allé le voir plusieurs fois pour m'assurer que mon dos ne me lâcherait pas. Nous n'avons jamais eu de rapports intimes. C'était toujours une relation professionnelle mais de saint patient. J'appréciais sa compagnie, mais je ne l'ai même jamais embrassé ni étreint. Tout a changé après ta crise cardiaque, Brad. J'étais dans un état terrible, tant mentalement que physiquement, quand tu étais si proche de la mort. Je ne savais pas ce que je ferais sans toi. Nous avons toujours eu une relation charnelle intense. Je n'ai jamais connu de tels moments d'intimité. Nous voilà dans la cinquantaine et j'ai l'impression que nous sommes toujours en lune de miel. Tu as créé certaines attentes chez moi concernant notre vie intime hebdomadaire. Maintenant, tout est en pause pendant ta convalescence. Lors d'une séance de kinésithérapie, il a remarqué que tous mes muscles étaient tendus et qu'ils nécessitaient de l'attention. Je lui ai parlé de ton état et combien nos moments d'intimité me manquaient. Il s'est éloigné de moi, a ouvert un tiroir et m'a montré une brochure intitulée « Physiothérapie et intimité ». Il a dit que mon problème n'était pas si rare, particulièrement chez les couples physiquement actifs. Il m'a suggéré d'emporter le livre chez moi, de le lire, et de revenir au cabinet si je souhaitais poursuivre dans cette voie. Le livre commençait par des étapes d'intimité progressive, d'abord de simples étreintes et baisers. Les tendres baisers évoluaient en caresses et contacts plus intimes entre partenaires. À la séance suivante, je lui ai demandé d'utiliser ses mains habiles pour me procurer du plaisir. Il a accepté, précisant que ce ne serait pas précipité. Nous avons passé 1 heure dans une ambiance tamisée, avec une douce musique, à nous étreindre et nous embrasser tendrement avant toute intimité plus profonde. Ensuite, je me suis abandonné tandis que nous restions allongés ensemble, somnolents et nous tenant la main comme des amants longtemps séparés. Cette relation a débuté il y a quelques mois pendant ton hospitalisation. Je sais que c'est difficile à entendre, Brad, mais tu voulais tout savoir. Même si cela semble être l'expérience la plus sensuelle que j'ai vécue, ce n'était pas le cas. J'ai pleuré tout le chemin jusqu'à ma voiture. Je ne l'aimais pas. C'était un homme talentueux. J'ai pleuré car j'aurais voulu que ce soit toi. Au fil des semaines suivantes, nous sommes passés à des moments d'intimité plus profonde. Il savait que je ne viendrais à lui que jusqu'à ton rétablissement. Il disait qu'il serait heureux de me laisser te retrouver. C'était comme s'occuper d'une autre patiente. D'ailleurs, à chaque fois, il me faisait signer un formulaire confirmant que j'avais reçu un traitement ce jour-là. Il appelait cela un traitement. Brad, ce n'était que temporaire jusqu'à ce que tu guérisses. Je ne voulais pas devenir l'une de ces épouses d'âge mûr qui ne désirent plus son mari. Je veux continuer à partager des moments d'amour avec toi, mon chéri. Je te demande pardon et suis prête à répondre à toutes tes questions. Brad avait déjà noté quelques points, mais maintenant il avait encore plus de questions. Tout d'abord, Molly, qui est cet homme? Je ne vois pas l'utilité de mentionner son nom, puisque toute la honte repose sur moi, pas sur lui. Très bien. Molly, je pense que ça suffit. J'ai juste le temps de voir un avocat et d'entamer la procédure de divorce. Alors qu'il se levait pour partir, elle bondit et supplia, « C'est Eric Adams de Bradenton, Floride. Merci, Molly, mais je ne vais pas débattre de chaque point. Si tu le fais, je partirai. A-t-il utilisé une protection lors de vos rapports? Brad, tu sais que je n'aime pas ce genre de langage. Et moi je n'aime pas qu'un individu louche touche ma femme. Alors réponds à la question. » Elle baissa la tête et dit « Non », car il disait qu'il était sain et très attentif à l'hygiène de son corps. « L'as-tu satisfait ?» Très doucement elle répondit « Oui et oui ». Minable et stupide fut sa réponse. « Si je pouvais avoir des relations intimes avec vous à l'avenir, mais sans vous combler, continueriez-vous les traitements avec votre amant? J'y ai réfléchi, mais je n'ai pas pris de décision. C'était possible, je suppose, mais je n'avais rien prévu de spécifique hormis d'y mettre fin quand nous pourrions à nouveau partager notre intimité. Molly, vous avez mentionné vouloir garder votre Ferrari active.
Avez-vous envisagé que votre Ferrari pourrait être expulsé d'un beau garage et abandonné dans une ruelle sombre si vous continuez ainsi? Non, car personne ne savait ce que je faisais. Nous avons pris beaucoup de précautions, je voulais être prête à vous répondre comme avant, et je n'aurais pas pu y arriver autrement. Combien de personnes savent que vous me trompez? Juste moi et Eric. Alors de quoi parliez-vous avec Carrie? Il est temps de dévoiler un autre mensonge. Ah oui, Carrie et moi en avons discuté avant que je ne commence le traitement plus intime. Elle pensait que c'était une bonne idée et que cela ne vous dérangerait pas. Elle m'a rappelé que je suis maîtresse de mon corps, que je devrais avoir le droit de prendre toutes les décisions. Concernant ce que je fais de ce corps, elle a soutenu ma décision. Elle a appelé plus tard pour dire que ses frères pensaient aussi que ce serait bon pour nous deux à long terme. Donc maintenant le groupe de soutien à l'infidélité est passé de vous et Eric à nos 3 enfants. Ça fait 5 personnes, et Jonathan et Carrie l'ont dit à leurs conjoints, on est probablement à 7 maintenant. Molly ne put que hausser les épaules face à son commentaire. Elle demanda « Puis-je faire une analogie avec notre situation que j'ai lue dans une brochure ?» C'est l'histoire d'un joueur de NFL. Il était le meilleur coureur de l'équipe jusqu'à ce qu'il se blesse, terminant la saison mais manquant 4 matchs. Le second joueur arrive et joue correctement, mais quand le premier est prêt, il remplace le second. Le premier ne déteste pas le second pour l'avoir remplacé. C'est la vie. Je pense qu'il y a des similitudes. Histoire intéressante, la différence est que le contrat NFL avec les 2 joueurs prévoit des remplacements en cas de blessure et pour améliorer les performances. L'équipe peut aussi libérer n'importe quel joueur à tout moment pour n'importe quelle raison. Notre contrat stipule clairement qu'il n'y aura aucun remplacement en aucune circonstance. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Vous n'avez pas idée à quel point je suis fatigué. Peut-être est-ce simplement une déception totale de voir ma vie être détruite. Ce n'est pas la fin. Nous devons parler davantage. Je n'ai tout simplement pas la force d'approfondir cela maintenant pour comprendre l'avenir. Sur ce, Molly se précipita vers lui, en pleurant et disant « Je suis tellement désolé que cela t'arrive. Je promets d'arranger les choses. Je t'aime tant. » Pour souligner ces paroles, elle mit ses bras autour de son cou et tenta de l'embrasser. « Éloigne tes lèvres répugnantes de mon visage. Tu dois faire un test de dépistage avant de t'approcher à nouveau de moi. Le plus tôt sera le mieux. » Oh, Brad, je ne peux pas faire ça. Je connais toutes les infirmières au centre médical. Je serais humilié si je venais demander un test. Quelle humiliation, en effet. Plus humiliant que de fréquenter un malotru et d'exposer mes faiblesses à nos enfants? Oui, je compatis sincèrement pour ta réputation. Plus que pour mon humiliation. J'ai besoin d'air frais. L'atmosphère est irrespirable ici. Je sors. Alors laisse-moi. Je suis en paix, Molly. Tandis que Brad se dirigeait vers le jardin, Molly sanglotait à table. Comme c'était une douce matinée d'automne, Brad profita du hamac à l'ombre pour faire une sieste. Cette conversation avec Molly lui avait appris beaucoup, mais ses révélations le tourmentaient. Il se demandait ce qu'il ignorait encore. Bien que le sommeil ne fût pas réparateur, c'était préférable à discuter des occupations de Molly. Il quitta le hamac et rentra pour boire de l'eau. En temps normal, il aurait préféré une bière légère, mais c'était hors de question. En se dirigeant vers la salle de bain, il ignorait que Molly venait de prendre une douche et se séchait. Elle se tenait au milieu de la pièce, séchant vigoureusement ses cheveux. La serviette couvrait son visage et elle ne vit pas Brad entrer. Brad s'arrêta net en voyant son épouse dénudée pour la première fois depuis des semaines. Il savait qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue, et encore plus aimée. Il ne put s'empêcher de sourire devant une telle splendeur. Molly venait d'ôter la serviette de son visage et vit Brad sourire. Leurs regards se croisèrent et s'attardèrent l'un sur l'autre. Jusqu'à ce que Brad les voie. Il expira, fixant son regard. Les voilà. Qu'est-ce que... La panique envahit Molly tandis qu'il fixait les marques de passion laissées par Eric. Je vais me reposer dans la chambre. Laisse-moi tranquille. Il n'eut guère le temps de se détendre avant que son téléphone n'annonce un appel de sa fille. Salut papa. Je suis contente que tu n'aies pas eu à rester longtemps à l'hôpital. C'était juste un petit malaise cardiaque? Non, ma chérie, c'était bien plus grave. J'ai découvert que mon épouse me trompe, une révélation qui m'a surpris et mis en colère. À tel point que j'ai eu une crise d'angoisse. Je me trouve à la croisée des chemins, ne sachant que faire. Oh,
Papa, ne t'inquiète pas. Oublie tout cela et continue ta vie. Maman t'aime et ses rencontres intimes avec son thérapeute sont sans importance. Pendant ton séjour à l'hôpital, c'était le chaos total. La crise cardiaque. N'as-tu pas remarqué à quel point elle était moins anxieuse en prenant soin de toi ces 4 derniers mois? C'était préférable pour elle et pour toi de lui permettre de vivre cette forme de libération personnelle. Mes amis et moi en avons discuté et nous sommes sincèrement d'accord qu'elle a fait ce qu'il fallait pour elle-même et pour toi. L'essentiel est que cela te guérisse et que vous vous aimiez encore plus qu'avant. Elle ne se plaint pas. Nous pensions que c'était presque une relation polyamoureuse. Tout sauf l'accord du conjoint. Maman et Eric avaient une relation honnête. Ils savaient ce que chacun voulait et attendait de l'autre. Il y avait une date de fin prévue quand tu retrouverais toutes tes forces. Ils avaient des règles. Pas de rendez-vous, pas de dîner, pas de socialisation, pas d'autres personnes et jamais dire « je t'aime ». Eric était là uniquement pour combler la partie manquante dans la vie de maman. Elle avait besoin de cet aspect pour continuer à être une femme épanouie. Tu n'as jamais été mis de côté. Tu n'étais simplement pas prêt. Une fois que tu seras prêt, Eric partira comme prévu et tout cela sans compromettre votre relation. Carrie, j'apprécie les sages conseils de tes amis. Gère ça simplement. Après 6 semestres d'études en psychologie à l'université et toujours sans diplôme, tu es vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui te fait croire, toi et tes amis, que vous êtes suffisamment qualifiés pour conseiller un homme de 51 ans ayant subi une crise cardiaque et trompé par sa femme sur la façon de s'adapter à 2 des événements les plus dévastateurs dans la vie d'un homme? Ce que tu me dis n'est rien d'autre que du verbiage insensé. Après cela, Brad ne voulait plus parler à sa fille. Il pourrait peut-être se reparler dans 1 semaine ou 2. Puis il raccrocha. Interrompant son sommeil, il appela son fils Jonathan pour lui poser quelques questions sur le travail, chose qu'il n'avait pas le droit de faire quand Molly était dans les parages. À la fin de la discussion, il demanda à son fils aîné : « Savais-tu que ta mère avait commencé une liaison avec son kinésithérapeute après ma crise cardiaque ? » ?»« Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je savais qu'elle voyait régulièrement un thérapeute, mais j'ignorais tout de leur relation intime. Quand est-ce que ça a commencé et comment vas-tu y mettre fin ? Qui est cet individu malveillant ? Tu n'étais pas au courant, papa ? Non, je suis simplement tombé sur cette information pendant que ta mère et Carrie discutaient. Ta mère a dit que Carrie vous en avait parlé, à toi et Matthew, et que vous l'acceptiez. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans, s'exclama Jonathan. Je me souviendrai de cette conversation et j'aurais confronté ma sœur si elle m'avait parlé de cette situation. Je sais qu'elle fréquente certaines personnes aux mœurs légères. J'ignore ce qu'en pense son mari Tim, mais je crois que lui et moi devons avoir une discussion. Je suis désolé d'entendre ça, papa. Ça doit être un choc terrible. Dis-moi ce dont tu as besoin et je remuerai ciel et terre pour t'aider, quoi que ce soit. Merci, mon fils. J'apprécie. As-tu parlé à Matthew récemment ? Sait-il quelque chose à ce sujet ? Hier soir, nous avons parlé de ton hospitalisation, mais rien de tel n'est ressorti de cette situation déplorable. Nous pensions simplement à une rechute. Personne ne nous a dit autre chose. S'il te plaît, appelle ton frère pour le mettre au courant. J'ai trop d'émotions aujourd'hui pour parler de cette situation catastrophique. Ne montre pas à Carrie ou à ta mère que tu connais la vraie raison de la dernière hospitalisation. Je veux voir quels autres mensonges vont émerger et de qui. Jonathan répondit : « Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois surmonter ta colère et te détendre. Laisse les choses suivre leur cours. Tu as toujours été quelqu'un qui cherche des solutions rapides, mais tu dois changer d'approche. Détends-toi, prends le temps de prendre une décision rationnelle, pas précipitée. Préserve ton cœur. » D'accord. Les 2 hommes étaient déçus par les événements et promirent de rester en contact. Ne pouvant trouver le calme ni le sommeil, il se rendit dans la salle familiale. Là, il trouva une note. « Je vais faire un test de dépistage. Je ne veux pas le faire, mais je ferai tout ce que tu demandes si tu me permets de rester ton épouse. Avec amour, Molly. » Il s'assit sur le canapé et réfléchit aux paroles de Jonathan sur la nécessité de se détendre pour préserver sa santé cardiaque. L'un de ses plaisirs dans la vie était de fumer un bon cigare dans son jardin. Molly détestait même l'odeur de fumée qui entrait dans la maison quand il allait chercher de l'alcool. Il pensa : « Elle fait ce qu'elle veut, je ferai ce que je veux. » Assis sur le canapé, il alluma un cigare,
qui figurait en tête de la liste des interdictions de Molly. Certes, fumer nuit à la santé, mais l'infidélité d'une épouse est tout aussi préjudiciable. Une gorgée de son scotch single malt préféré ne ferait pas de mal non plus. Il alluma Fox Sports Center pour se distraire de la tempête qui l'entourait. Ce fut 65 minutes relaxantes, et tandis que le cigare se consumait dans le cendrier, Molly franchit la porte. Quelle fut sa première réaction face au parfum délicat d'un des plus nobles plaisirs de l'humanité ? « Brad, tu ne devrais pas fumer. » « Oui, et tu ne devrais pas partager l'intimité d'un autre. Cela va abîmer les rideaux et le tapis. L'odeur ne partira jamais. Il faudra tout remplacer. » Avec indifférence, il répondit : « Tu sais, Molly, il y a une certaine symbolique ici. La fumée a gâché le tapis, alors nous l'avons jeté. Tu as gâché notre mariage. Peut-être devrions-nous aussi le jeter. » Sachant qu'elle serait repoussée, elle ne put se précipiter pour étreindre son époux. Son argument était juste, et elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Les mots lui manquaient pour contrer ses attaques. À la place, elle s'approcha du canapé et s'assit, non pas à côté de lui, mais sur le même sofa. C'était aussi près qu'il lui permettrait d'être. Essayant de changer de sujet, elle demanda : « Nous sommes invités chez les Simpson pour un vin et un dessert ce soir. Sharon a terminé la rénovation de sa cuisine et souhaite nous la montrer. Je sais que tu n'apprécies guère cela, mais pourrions-nous sortir 1 heure et nous éloigner du tourment que je t'ai causé ? S'il te plaît ? D'accord. 1 heure est tout ce que je peux supporter de son mari. Néanmoins, ce sera bien de quitter un peu cette maison. Je n'aime pas non plus Gary, mais Kelly et Sullivan seront là, donc tu ne seras pas seul avec Gary. » Leur dîner fut silencieux jusqu'à ce que Brad s'enquiert de sa visite à la clinique. Molly dit : « C'était humiliant. Je connaissais les 3 infirmières. Elles sont restées professionnelles et ne m'ont pas jugé, du moins pas ouvertement. Le plus difficile fut de devoir révéler avec qui j'avais partagé des moments intimes ces 90 derniers jours. Ma main tremblait lorsque j'ai écrit le nom d'Eric au lieu du tien. Je suis tellement honteuse, Brad, je peux comprendre une infime partie de ce que tu traverses. » Les derniers mots furent difficiles à prononcer. Brad ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Molly était nerveuse en entrant chez Gary et Sharon. Brad afficha un léger sourire de façade et se dirigea vers la cuisine pour la complimenter. Gary conduisit Brad au salon familial, où Paul et Sam discutaient du prochain match des Buccaneers. Les 3 hommes avaient déjà commencé à déguster la collection de whisky de Gary et plaisantaient gaiement. Gary proposa un verre à Brad, qui répondit : « Désolé, je dois m'en tenir éloigné encore quelques mois. Merci de proposer. J'avais oublié Brad, comment se passe la rééducation ? La réhabilitation prend du temps et des efforts, et m'empêche d'en faire autant que je le voudrais. » Avec un sourire narquois, Gary dit aux 2 autres hommes : « C'est dommage qu'il y ait des choses que vous souhaitez faire mais ne pouvez pas. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous permettez à votre charmante épouse de fréquenter d'autres hommes à cause de votre faible cœur. J'aimerais bien m'inscrire sur la liste d'attente. Ça me plairait vraiment. » Après ces mots, le visage de Brad se figea et ses yeux s'enflammèrent de colère face à cet imbécile insensible. Comment osait-il lui parler ainsi ? Gary remarqua le changement d'ambiance et sourit rapidement en disant : « Je plaisantais, je vous taquinais. Je ne voulais pas vous manquer de respect, ni à vous ni à Molly. » Il tendit la main et dit : « Sans rancune. » Le visage de Brad s'adoucit, mais sa colère ne s'estompa pas. Il fit un pas vers Gary, tendant sa main droite. Gary sourit, mais ne remarqua pas la puissante main gauche de Brad qui visait son entrejambe. Son poing atteignit sa cible. Alors que Gary hurlait de douleur, Brad en profita pour lui asséner un coup de coude à la mâchoire. Brad voulait que Gary ressente de la douleur chaque fois qu'il penserait à Brad Carson ou à son épouse. Gary fit un tour complet sur lui-même et s'effondra sur la table basse, projetant verres, boissons et amuse-bouches partout. Les 3 femmes se précipitèrent dans la pièce tandis que Sharon s'exclamait : « Que s'est-il passé ? » Brad regarda Molly droit dans les yeux et dit avec mépris : « Gary a entendu dire que tu fréquentes d'autres hommes parce que je ne peux pas te satisfaire. Il a demandé à s'inscrire. Je lui ai donné ma réponse. » Le visage de Molly devint livide. « Oh non !» fut tout ce qu'elle put dire, le répétant sans cesse. Elle se tourna vers Sharon et cria : « Tu n'aurais pas dû en parler à qui que ce soit. À personne. Tu n'aurais pas dû en parler. » Molly se tourna vers Brad,
Mais il était déjà parti. Elle n'entendit même pas la porte claquer à cause des gémissements de Gary. Voyant les feux arrière de Brad s'éloigner, Molly se précipita dehors pour lui parler. « Oh merde, il est parti » fut sa première pensée. Puis elle frissonna en pensant à l'autre signification, plus profonde, des mots « il est parti ». Voulait-il dire pour toujours? Les exercices de respiration pour réduire le stress l'aidèrent lorsqu'il atteignit son allée. Dans ces situations, son thérapeute lui disait « Allez dans votre lieu de paix ». Il s'en souvint ce matin-là et pensa qu'il en aurait besoin. Il se dirigeait vers la forteresse, c'était son lieu de paix. Entrant dans la maison, il rassembla plusieurs tenues de rechange, un ordinateur portable et un panier de médicaments avant de remonter dans sa voiture. La forteresse se trouvait dans une nouvelle zone industrielle légère à l'est de l'Interstate 75, à l'abri des potentielles tempêtes d'ouragan. Elle était annoncée comme Executive Man Cave. Le bâtiment est entouré d'une clôture imposante et équipé d'un puissant système d'entrée électronique. De longs bâtiments en béton d'un étage avec des portes de garage à enroulement et des portes en acier pour 6 unités individuelles. Brad utilisa la télécommande pour ouvrir la porte basculante et entrer dans la grande pièce. L'espace de Brad faisait 140 mètres carrés avec un sol en béton, une petite chambre, une salle de bain avec douche et une cuisine. Le point central était un grand espace avec canapé, fauteuil et table, tous disposés autour d'une télévision de 183 cm fixée au mur. Des affiches, drapeaux et symboles des Florida Gators et des Tampa Bay Buccaneers ornaient les murs en béton. Les images suggestives dissimulées derrière les posters de football variaient selon les visiteurs présents. La pièce maîtresse de cette retraite masculine moderne était une Mercedes SL 500 Roadster argentée de 1999. Son trésor était couvert et garé nez à nez avec la Lexus dans laquelle il venait d'échapper à Molly. Molly? Ah oui, il songea qu'il devrait peut-être consulter les nombreux messages qui faisaient vibrer son téléphone tel un essaim d'abeilles furieuses depuis la dernière demi-heure. Pour la première fois en 2 jours, il sourit en pensant à Molly. Leur temps ensemble avait été agréable, mais les choses changent. Il était ingénieur par formation, éducation et inclination. Il y avait un tableau blanc au mur pour suivre les paris, les enjeux et les scores sportifs, et il pensa que cela pourrait être utile. Il effaça du tableau les résultats des matchs d'avant son incident cardiaque. Cela semblait être une décennie depuis qu'il était un homme plein de vie avec une épouse fidèle, mais seulement 3 jours s'étaient écoulés. Il nomma maintenant le tableau « Les chiffres de Molly ». Il comportait 4 colonnes intitulées « Pardonne-moi »,« Je t'aime »,« S'il te plaît pardonne-moi »,« Je ferai tout ce qu'il faut » et blablabla. La dernière colonne indiquait combien de personnes étaient au courant. Il ricana en voyant apparaître dans les appels et messages de Molly de nombreuses phrases tirées du manuel des excuses des infidèles. Il pensa que plus les gens trompent, plus leurs justifications se ressemblent. Il ne se souvenait plus combien de ces phrases avaient été utilisées depuis qu'il avait découvert son infidélité. Alors il commença à compter depuis ce soir. Pardonne-moi était à 9. Je t'aime était à 15. S'il te plaît pardonne-moi était à 8. Je ferai tout ce qu'il faut était à 12. Blablabla formait une colonne. Le nombre de personnes au courant augmentait, commençant par 2, Eric et Molly, puis 3 enfants et leurs conjoints portant le nombre à 7. 3 amis de Carrie et des infirmières de l'hôpital firent grimper le nombre à 13. Finalement, 3 couples de cette soirée portèrent le total à 19, ce qu'ils savaient déjà. Combien encore? Il était soulagé que Molly soit si discrète dans sa liaison avec son partenaire intime privilégié. Soit, d'accord. Pandora, mais Frank Sinatra. C'était la musique qu'il voulait entendre pendant qu'il rangeait ses vêtements et prenait ses médicaments du soir. Un homme fort qui vit sa vie à sa façon, profitant pleinement de l'existence malgré plusieurs relations douloureuses. Il était arrivé au sommet et c'est ainsi qu'il allait désormais construire sa vie. Le lendemain matin, il se réveilla reposé et serein, mais serein n'était pas le mot pour décrire son téléphone. L'avantage du tableau blanc, c'est qu'il est facile d'effacer et de remplacer les nouveaux chiffres. Alors qu'il savourait son café du matin, on frappa à la porte. Il se demanda comment diable elle avait pu franchir le portail. En regardant par le Judas, il ne vit qu'une casquette de police. Il ouvrit la porte et découvrit un jeune policier et une lieutenante. « Êtes-vous Brad Carson ?»« Oui, madame. C'est moi. »
Pouvons-nous entrer, monsieur Carson? Brad ouvrit grand la porte et invita les officiers à entrer. Il était difficile de ne pas remarquer les traits de la policière, hormis le fait qu'elle était blonde, grande et avait un visage attrayant sans maquillage. Les officiers entrèrent et inspectèrent rapidement l'antre masculine. « Je suis la lieutenant Pauls et voici l'agent Sullivan. Hier soir, votre épouse a appelé le commissariat pour lancer une alerte argent vous concernant. Elle pensait que vous aviez eu une nouvelle crise cardiaque en conduisant et que vous ne pouviez pas rentrer. Nous ne lançons pas ce genre d'alerte sans enquête préalable. Après l'avoir interrogé, nous avons pensé que vous pourriez être ici. Comment vous sentez-vous, monsieur Carson? Avez-vous besoin d'assistance médicale? » Brad eut un petit rire et dit « Je souffre d'un cœur brisé, pas d'une crise cardiaque. Mon épouse m'a trompé pendant ma convalescence après une crise cardiaque il y a 4 mois. J'avais besoin de quitter la maison et de réduire mon stress. Merci de vous inquiéter pour moi. » La lieutenant Pauls répondit « Pas de problème, nous ne faisons que notre travail. » En se dirigeant vers la sortie, elle s'exclama « Oh mon Dieu, est-ce un roadster? J'adore cette voiture. De quelle année est-elle? 1999, avec seulement 92 000 miles. Elle est magnifique. La voiture n'est même pas à moitié usée. Puis-je m'asseoir dedans? » Brad remarqua son élégante agilité tandis qu'elle se glissait dans la voiture. Ses yeux pétillaient et son sourire révélait son bonheur alors qu'elle tenait le volant. Caressant le tableau de bord, elle soupira et sortit de la Mercedes. « Merci de m'avoir permis de toucher votre voiture. C'était un plaisir. » Elle dit alors qu'elle se tenait juste devant lui tendit sa carte de visite et déclara « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je suis heureuse que vous alliez bien. » À ces gestes, Brad comprit qu'il aurait bientôt besoin de cette carte. Il envoya un message à Molly « Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais pendant 4 mois. Pourquoi devrais-je te dire ce que je fais en une soirée ?» Il programma un rendez-vous avec son avocat pour le milieu de la matinée afin de pouvoir faire des arrangements correctifs avec la banque et les sociétés d'investissement par la suite. Brad était calme et raisonnable lorsqu'il raconta sa triste histoire à son avocat, Joe Smith. Joe et Brad étaient amis et partenaires de golf depuis de nombreuses années. Après avoir exposé ses blessures, Brad demanda « Le divorce sera-t-il aussi désastreux pour mes finances qu'il l'est pour mon cœur? C'est une bonne chose que vous ayez eu d'excellents conseils juridiques ces 15 dernières années, dit-il avec un sourire. Sans le savoir à l'époque, ce que nous avons fait avant vous protégera maintenant, mon ami. Rappelez-vous qu'après ce terrible accident de voiture, nous avons placé tous vos actifs, à l'exception de votre maison, dans une fiducie. Nous craignions que si quelque chose vous arrivait, en tant qu'unique actionnaire, l'entreprise ne souffre aux mains du fisc. J'ai même fait signer à Molly une déclaration sous serment transférant tous ses intérêts dans votre entreprise dans une fiducie. Maintenant, il en va de même pour le divorce. Bien sûr, nous devrons apporter quelques modifications à la fiducie. Vous resterez le fiduciaire, mais nous changerons le nom du bénéficiaire de Molly au vôtre. Nous ne la mentionnerons plus dans la fiducie. Votre fils Jonathan sera votre cofiduciaire avec autorité uniquement après votre décès. Ensuite, nous modifierons votre testament pour refléter la façon dont vous souhaitez que les actifs de la fiducie soient répartis. Comme vous l'avez dit, ce sera 1/3 pour Jonathan, 1/3 pour Matthew et 1/3 pour une fiducie destinée aux enfants de Carrie jusqu'à leur 25e anniversaire. Les frais d'éducation seront couverts à partir de l'âge de 18 ans. Que voulez-vous faire concernant Molly? Votre maison ne fait pas partie de la fiducie et je ne sais pas ce que vous voulez faire à ce sujet. Bien sûr, vous devrez probablement verser une pension alimentaire à Molly pendant un certain temps. Qu'en pensez-vous? Brad répondit, « La maison, ça va. J'ai financé son compte retraite chaque année. Combien pensez-vous que je devrais payer comme pension alimentaire? Je ne sais pas, nous devrons voir ce que Molly et le juge en pensent. Maintenant, nous devons faire une planification stratégique. Je suppose que vous commencerez à fermer et transférer les comptes aujourd'hui. Nous devons également préparer et signer les documents modifiés de la fiducie et du testament avant de déposer la demande de divorce. Nous devons tout faire dans le bon ordre pour faciliter le processus de règlement. C'était très fortuné que nous ayons créé cette fiducie il y a plusieurs années. Vous êtes dans une bonne position financière. C'est regrettable que votre mariage n'ait pas fonctionné. Après avoir clôturé et transféré les comptes,
Il s'est arrêté au magasin pour acheter des fournitures nécessaires pour son repère masculin, maintenant chez lui. Comme c'était une belle journée d'automne, il a levé la porte du garage pour aérer l'endroit. Il attendait le week-end avec impatience. La forteresse comptait 6 bâtiments et les fêtes y étaient toujours agréables. Les barbecues étaient sortis dans les allées et les glacières étaient remplies de bières glacées. Presque tous les propriétaires de repères masculins arboraient leurs drapeaux universitaires le samedi et ceux de la NFL le dimanche. Les matchs de la Southeastern Conference étaient les meilleurs moments car les supporters étaient très fidèles et créaient une ambiance festive. Il savait qu'il ne serait pas seul alors que sa vie entrait dans une nouvelle phase. Il avait hâte de passer plus de temps dans sa SL500. Elle attirait indéniablement l'attention. Levant les yeux au ciel, il vit combien de nouveaux messages et appels s'affichaient sur son téléphone. Quelle qu'en soit la source, presque tous les messages portaient sur les mêmes sujets que sur son tableau blanc et il ne voyait aucun intérêt à y répondre. L'un des messages était de Kerry le suppliant de l'appeler. Cédant à sa requête, il l'appela, espérant tomber sur la messagerie vocale. Pas de chance, Kerry répondit. « Salut, papa. » Après les salutations, Kerry commença. « Papa, tu dois appeler maman. » Elle est terrifiée par le chagrin, la colère et les regrets. Elle a peur qu'on te retrouve mort d'une autre crise cardiaque. Peux-tu l'appeler, s'il te plaît? Brad pensa, je suppose que je vais classer ça dans la catégorie des blablabla. D'accord. Kerry, que devrais-je dire? Molly, je suis désolé que tu te sois inquiétée pour moi. Tu ne te souciais pas assez de moi pour éviter les relations intimes avec cet individu pendant 4 mois. Pourquoi t'inquiéter maintenant que je vais mieux? Est-ce que tu veux que je dise, Kerry? Allez, papa, elle a fait une erreur. Peux-tu lui pardonner et revenir? Elle s'est simplement divertie avec un autre homme. Tu es assez fort pour passer outre. La probabilité que j'oublie ce moment de divertissement est très faible. Cependant, elle a partagé son intimité avec cet homme plus de 40 fois dans son bureau ou chez lui. Ce n'est pas un événement isolé. Elle conduisait 1 heure pour le rejoindre chez lui pour leurs rencontres intimes. C'est intentionnel. Cela montre un manque total de respect et d'égard envers moi. Pourquoi as-tu menti à tes frères et déclenché toute cette mascarade? Pourquoi as-tu fait quelque chose d'aussi irrespectueux envers ton père? Je suis tellement déçu de toi. Tu m'as vraiment poignardé dans le dos au pire moment de ma vie. Mon médecin me conseille d'éviter le stress, et te parler me pousse à bout. La dernière chose qu'elle entendit de son père fut le son de l'appel qui se terminait. Elle se demanda si c'était la dernière fois pour l'instant ou pour toujours. Elle se mit alors à pleurer. Brad passa les heures suivantes à nettoyer et épousseter sa SL500. Même si son refuge masculin était fermé, la voiture restait couverte de poussière. De plus, cela lui donnait une occupation et des pensées agréables. Le samedi était exactement ce dont Brad avait besoin pour se détendre. Il appela quelques amis pour les inviter dans son repère à la forteresse pour regarder les Florida Gators jouer, avec des grillades et des bières bien fraîches. Naturellement, les 5 gars vinrent puisque Brad fournissait les rafraîchissements. D'autres propriétaires du quartier passèrent saluer Brad et ses amis, l'événement étant très convivial. Beaucoup étaient au courant de son incident cardiaque et se réjouissaient de le voir en bonne santé. Après 6 heures de conversation, de rires et d'exclamations, Brad était épuisé. Ses amis partaient dîner, mais Brad déclina l'invitation, s'allongea sur le canapé pour regarder l'émission d'après-match et s'endormit. 3 heures plus tard, il se leva et alla se coucher. Brad n'invita personne pour regarder le match des Tampa Bay Buccaneers le dimanche. C'était sa journée pour flâner dans les autres quartiers et profiter de leur hospitalité. Comme le jour du sabbat, il devait surveiller ce qu'il mangeait ou buvait, plus précisément parce qu'il ne pouvait ni manger ni boire. Néanmoins, ce fut une journée agréable. Il lui semblait que sa vie sociale ne souffrirait pas beaucoup du départ de son épouse. À la fin de la journée, il fut surpris de ne pas ressentir le manque de Molly. Quand elle était présente dans son quartier pour un match, elle s'inquiétait constamment de la nourriture, des boissons, de sa tenue, des personnes à qui elle parlait et de l'endroit où se trouvait Brad. Elle ôtait tout le plaisir d'une agréable journée de socialisation et de bonne humeur. Le lundi fut une journée importante car il rencontra Joe Smith pour finaliser les documents juridiques du divorce. Ce fut un moment pénible car il ne pouvait accepter d'avoir été trahi par la femme qu'il avait aimée si longtemps. Il était temps d'en finir.
Au lieu de répondre aux centaines de textos, emails ou appels de Molly, Brad lui envoya un message. « Pouvons-nous nous retrouver à la maison mardi à 13 h ?» Brad? Presque immédiatement, Molly répondit. « Bien sûr, tu m'as tellement manqué. Ce sera merveilleux de te revoir. Peux-tu venir vers midi pour déjeuner? » Désolé, je ne pourrai pas. Si tu changes d'avis, Brad, tu peux venir à notre maison n'importe quand ce jour-là. Bien que le message de Brad fût bref, Molly espérait que ce serait le début de leur réconciliation. Elle se demandait quelle tenue porter, ni trop suggestive ni trop réservée, mais élégante, l'invitant à se rapprocher d'elle et de leur couche nuptiale. Non pas pour des relations intimes cette fois, mais pour retrouver leur complicité. Faire revenir Brad chez eux nécessiterait beaucoup de négociations et de compromis. Elle croyait que tous deux devraient faire des concessions et respecter les sentiments de l'autre. Elle savait que malgré son comportement ces dernières semaines, Brad l'aimait toujours et souhaitait qu'elle reste son épouse. À 13 h ce mardi, Brad sonna à la porte de leur domicile. Molly ouvrit rapidement, car elle attendait à l'intérieur depuis 12h45. Elle tenta d'étreindre son mari, mais il s'écarta diplomatiquement, se dirigeant vers le salon familial. Elle déposa avec empressement sur la table une lettre du département de la santé, attestant qu'elle n'avait aucune infection. « Je sais que cela t'apporte peu de réconfort, mais je voulais que tu saches que je suis saine. » Ces paroles furent accueillies par un haussement d'épaules et un regard vide qui semblait dire « Et alors ?» Molly entama une conversation délicate avec des questions sur la santé de Brad. Elle fut surprise lorsqu'il lui raconta les réceptions auxquelles il avait assisté à la forteresse pendant le week-end. « J'espère que tu ne t'es pas surmené, Brad. Tu dois penser à ton cœur. » Brad songea. « J'ai eu une crise cardiaque et ensuite elle m'a brisé le cœur. Maintenant elle me dit de prendre soin de mon cœur. Quelle hypocrisie !» Après avoir parlé des enfants et des nouveaux petits-enfants, Molly dit « Carrie était bouleversée après t'avoir parlé. Elle essayait simplement de nous aider car elle nous aime tous les deux. Elle pensait que mon comportement était approprié. Eh bien, son opinion dépassait largement ce que je considère acceptable. En plus de ces conseils répugnants concernant ta liaison, les deux garçons ont jugé ton infidélité totalement inadmissible. Inadmissible à bien des égards. Je me demande combien de personnes me considèrent maintenant comme le mari complaisant. Quelles histoires circulent dans les bars? Des ragots malveillants à mes dépens, propagés par ma fille. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu me faire ça. Je suis vraiment désolé que tu l'aies découvert et que l'histoire se soit répandue. Nous avons fait très attention pour que personne ne sache ou ne soupçonne notre relation. » Brad répondit avec sarcasme, « Donc si je n'avais pas découvert ton infidélité grâce à cet appel, tu continuerais ta liaison. » Je ne sais pas, Brad. Je n'avais pas encore décidé. Mon cœur t'a toujours appartenu, Brad. Mais mon corps avait besoin d'intimité, j'en avais vraiment besoin. Je devenais folle et c'était ce dont mon corps avait besoin. En ton absence, j'ai dû trouver ma propre satisfaction. Je savais que tu désapprouverais, mais je devais prendre une décision basée sur mes besoins, pas sur ton opinion. Mon corps, mon choix. Je regrette que tu sois en colère, mais j'ai pris cette décision en espérant que tu ne le découvrirais jamais. Je l'ai fait pour le bien de notre intimité, la tienne et la mienne. Je voulais être prête quand tu venais au lit et me demandais de m'abandonner à toi. Ta découverte a créé une situation tendue entre nous. Je suis soulagé que nous ayons été prudents car je ne voulais pas que tu sois humilié publiquement. Ce n'était jamais mon intention. Ta conception de la prudence et la mienne sont très différentes. Selon mon décompte, 19 personnes connaissent aujourd'hui toute l'histoire. Tu aurais pu le diffuser aux informations immédiatement. Comment est-ce possible? Ce ne peut être vrai. Regardant Molly droit dans les yeux, il compta chaque personne sur son tableau blanc. Son visage s'assombrit tandis qu'elle fixait le sol. Cela n'améliora pas sa position de négociation. Je suis tellement désolé, Brad. Je suis tellement désolé. C'est regrettable pour tant de raisons. J'en suis certaine. Selon mon décompte, c'est la 57e fois depuis mon départ que tu me dis ou m'écris cela. Où cela nous mène-t-il? Je le ressens ainsi. Je suppose que je l'ai dit si souvent parce que je le regrette vraiment. J'essaierai de ne plus le dire aussi fréquemment. Molly, tu as également dit 46 fois que tu étais prête à tout pour que nous soyons à nouveau ensemble. Alors dis-moi ton plan pour nous réunir. Mon objectif principal, Brad, est de vieillir avec toi,
l'homme unique et central de ma vie. Tu es un homme merveilleux, un père extraordinaire, et je veux que nous profitions ensemble de nos petits-enfants. Te connaissant, je sais que tu as exploré nos options. J'ai essayé de préparer quelques propositions pour ton approbation. L'option que tu souhaites entendre est ma rupture définitive de communication avec Eric et ne plus jamais le revoir. En temps normal, ce serait la meilleure option pour une réconciliation. Je suis prête à te faire cette promesse, mais je doute sincèrement pouvoir te rester fidèle pendant ton incapacité. C'est difficile à dire, mais je veux être honnête avec toi. Une fois que tu pourras avoir des relations intimes, je peux te garantir ma fidélité absolue. Eric et tous les autres hommes ne m'attirent plus. Comme je l'ai déjà dit, Eric n'est qu'un substitut temporaire au meilleur amant de ma vie. J'adore partager ces moments avec toi, mais tu es temporairement indisposé. J'ai toutes les raisons de croire que dans quelques mois tu me combleras à nouveau de bonheur. En attendant, je propose de m'éloigner progressivement d'Eric. J'ai besoin de relations intimes 2 fois par semaine. C'est 2 heures sur les 168 heures d'une semaine, soit 1,1% de la semaine. Ce n'est guère dans la perspective globale. Les autres 98,9% du temps, je serai votre épouse aimante et reconnaissante. Vous ne saurez même pas que j'ai partagé des moments intimes avec Eric, tout comme vous l'ignoriez ces 4 derniers mois. Vous vous en sortiez bien à l'époque, n'est-ce pas? Voyez, ce n'est pas si difficile. Quand vous pourrez avoir des relations 1 fois par semaine, je réduirai mes rendez-vous avec Eric. Quand nous pourrons nous aimer 2 fois par semaine, Eric ne sera plus nécessaire. Vous redeviendrez mon seul et unique homme. Ma dernière et moins souhaitable option est le divorce. La moins désirable car je ne pourrai plus jouir de votre amour. Vous me manquerez terriblement, ainsi que la façon dont vous me traitiez en tant qu'épouse et amante. Un autre aspect négatif du divorce concerne les implications financières. Vous avez travaillé sans relâche et fait tant de sacrifices pour moi et les enfants. Ce serait regrettable si je devais prendre la moitié de votre entreprise. Je devrais le faire pour maintenir mon train de vie. Je garderai ma maison de rêve et vous devriez partir. Bien que j'aurai une maison, vous aurez l'opportunité de venir me voir quand vous le souhaiterez. De plus, vous devrez certainement verser une pension mensuelle. Les avocats s'occuperont de ces détails. Le message principal de chaque option est que je vous aime et souhaite rester avec vous. Je crois que nous pouvons arranger les choses si nous faisons chacun des concessions pour notre bonheur mutuel. Brad, je suis certaine que vous voudrez apporter des changements et je suis prête à modifier mes suggestions pour faire fonctionner notre mariage. Réfléchissez-y et nous pouvons en discuter maintenant. Nous pouvons prendre notre temps car c'est important pour nous deux. Dès qu'elle eut fini de parler, Brad répliqua. « Alors c'est ça que tu appelles. Je ferai tout pour sauver notre mariage. On dirait que tu vas simplement continuer tes relations avec ce misérable jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. » Molly dit avec force, « Je déteste absolument ce terme méprisant. C'est grossier, vulgaire et indigne de vous. » Presque en criant, Brad dit, « C'est un misérable. Il a déshonoré la mère de mes enfants. Cela fait de lui un misérable. Alors tais-toi avec ta prétendue moralité sur mon langage, hypocrite. » Molly pâlit face à ces commentaires furieux. Il avait raison et elle le savait, mais elle ne pouvait pas l'admettre devant lui. « Je vois que vous avez reçu des conseils juridiques. Puisque j'ai discuté de cela avec Joe, avec qui je travaille depuis des années, vous avez dû aller voir quelqu'un d'autre. » Oui, le frère d'Eric est avocat et il m'a conseillé sur la façon dont les divorces sont généralement réglés. Il a été très utile. Eh bien, n'est-ce pas le comble du cynisme? Tu t'offres à quelqu'un pour des séances de kinésithérapie gratuites et maintenant pour des conseils juridiques. Tu deviens vraiment accessible. Cet avocat peu scrupuleux tenait la caméra pendant vos moments d'intimité pour que vous puissiez vous remémorer ces instants tendres quand je me rétablirai. Ne dis pas ça, Brad. J'essaie de nous reconstruire. S'il te plaît, essayons de réparer cela calmement. Juste pour alimenter la conversation, peux-tu me dire ce que tu penses de notre réconciliation? Rien de toutes ces absurdités que tu envisages de me faire subir. Écoute, Molly, je pense qu'une leçon d'histoire s'impose. Tu te souviens d'il y a 3 ans, lors de mon accident? Immédiatement après, Joe a proposé de placer tous mes actifs, excepté la maison, dans une fiducie. J'étais le fiduciaire et tu étais la bénéficiaire. Eh bien, cela a changé maintenant. Je suis désormais à la fois le fiduciaire et le bénéficiaire. Tu n'es plus dans la fiducie.
C'est très symbolique car j'ai complètement perdu confiance en toi. Maintenant, j'ai le contrôle total de la fiducie et elle est inattaquable de ton côté. J'ai également réécrit mon testament pour définir la distribution des actifs de la fiducie. Un tiers revient à Jonathan, un tiers à Matthew et un tiers à une fiducie pour les enfants de Carrie jusqu'à leur 25e anniversaire, avec Jonathan comme exécuteur testamentaire. Comme je ne peux accepter la personne que tu es devenue, tu n'es plus mentionné dans mon testament. Le sang quitta son visage et ses mains devinrent moites. Elle resta sans voix. Parlons de ta maison de rêve. Une maison dont je n'avais ni besoin ni envie, mais que tu voulais absolument. Il y a 2 ans, tu as essayé de me persuader de t'acheter une Lamborghini. Tu as fait beaucoup de pression pour cela, allant jusqu'à me priver d'intimité comme punition. Tu t'en souviens ? Je ne voulais absolument pas t'acheter cette Lamborghini très coûteuse pour quelque raison que ce soit, surtout pour impressionner mes amis. Ta maison de rêve était entièrement payée, alors j'ai arrangé un refinancement. Nous avons, toi et moi, signé une hypothèque de 900 000 $ sur une maison de 1 200 000 $. Tu as pris tes 450 000 $, acheté une Lamborghini, quelques tableaux pour la maison, et passé un mois en Toscane avec tes amis. Ce qui m'amène à une nouvelle question. Il semble que tu n'aies pas pu attendre 2 semaines après mon attaque cardiaque pour commencer à fréquenter quelqu'un d'autre. Alors, nouvelle question. Combien d'Italiens as-tu séduit pendant ton séjour en Toscane ? Cette question frappa Molly de plein fouet. Elle ne put même pas prononcer un mot en réponse. Elle baissa simplement la tête. Nous avons dû échanger la Lamborghini parce que tu ne savais pas conduire cette voiture puissante. Les collisions avec une Lamborghini coûtent bien plus cher qu'avec ma Lexus. Après des réparations incessantes, des primes d'assurance élevées et des contraventions pour excès de vitesse, je t'ai convaincu de l'échanger contre une Mercedes, perdant plus de 100 000 $ dans l'opération. Tu as encore des tableaux dans la maison. Ils sont à toi. Je n'en veux pas. Tu ne m'as toujours pas dit combien coûte un mois dans une villa en Toscane. Quoi qu'il en soit, ta part du refinancement de la maison est maintenant dans ton jardin et sur tes murs, mais tu dois encore 450 000 $. J'ai pris mes 450 000 $ pour acheter ma résidence sécurisée et j'ai investi le reste, qui a presque doublé de valeur aujourd'hui. Ceci n'est pas non plus accessible à ton avocat. Tu peux garder la maison et y rester tant que tu paies les mensualités. Bonne chance avec ça. Maintenant, si tu veux posséder toute la maison, et pas seulement la moitié, je te céderai ma part si tu signes ces documents dans la semaine. Bien sûr, tu devras alors rembourser mon hypothèque de 450 000 $. Il n'y aura pas de pension alimentaire pour toi. Je suis invalide, incapable de travailler, et n'ai aucune perspective médicale claire sur mon retour au travail. Mon assurance invalidité est mon seul revenu. Donc ma chère, je suis plus pauvre maintenant en termes de revenus que lorsque nous nous sommes mariés. Peu importe les moments intimes que tu as partagés avec cet individu, je suis certain que tu te souviendras plus longtemps de ses conséquences. Je quitte ta maison maintenant, Molly. Les papiers du divorce suivront bientôt. Étudie-les attentivement, engage un véritable avocat, paye en espèces et en nature. Brad laissa l'enveloppe avec les papiers du divorce, marcha rapidement vers la porte, puis se retourna et dit « J'ai eu une crise cardiaque qui a failli me tuer. La douleur et les séquelles étaient terribles, mais je vais mieux chaque jour. Ce n'est rien comparé à comment tu as brisé mon cœur, chose dont je ne me remettrai jamais, mais je vais essayer de toutes mes forces. » En marchant vers sa voiture, il pensa « Quelle différence une semaine peut faire ?» Cela semble des années, mais il n'a fallu que 8 jours pour complètement bouleverser ma famille. La médiation légale était le dernier espoir de Molly pour une réconciliation. Brad utilisa ces séances pour libérer la haine dans son cœur et apaiser son âme. Il ne voulait pas d'une autre crise cardiaque. Il avait beaucoup à faire dans la meilleure partie de sa vie. C'était très difficile pour lui de vouloir revoir Molly. Brad et Carrie n'ont jamais complètement réparé leur relation. Brad laissa son testament inchangé et ne modifia pas les bénéficiaires. L'avocat de Molly a tenté en vain de percer la fiducie, mais il n'était pas assez versé dans les techniques complexes de protection des actifs. Elle s'est adressée à un autre cabinet réputé qui lui a dit que l'offre de Brad était probablement le meilleur résultat possible. Le fait qu'il ait pris toutes ces mesures juridiques des années avant le divorce prouvait sa bonne foi à l'époque. Molly a accepté l'offre de Brad pour la moitié de la valeur et de la dette de la maison, puis l'a rapidement vendue.
Elle s'est installée dans un petit appartement dans un quartier sûr. Brad a engagé une équipe de déménageurs pour retirer ses effets personnels de la maison, dont la plupart ont été entreposés ou transférés à la forteresse. Il envisageait d'attendre la finalisation du divorce avant de chercher un appartement ou une demeure plus modeste. Il a commencé à venir au bureau 1 ou 2 heures par jour mais refusait tout salaire. Les investissements faits en son nom lui procuraient des liquidités, mais cela n'était pas considéré comme un revenu. Lorsque Laura Miller, sa directrice des RH, est venue dans son bureau, Brad a découvert un dossier intéressant. Il contenait un rapport mensuel de la compagnie d'assurance maladie et une brochure intitulée « Relations intimes et kinésithérapie ». Ce rapport révélait qu'Eric Adams avait soumis une demande de remboursement médical à l'entreprise de Brad, réclamant 100 $ par jour pour traiter Molly chaque jour ouvrable pendant 5 mois. C'étaient les 2000 $ mensuels que son entreprise versait à Eric pour fréquenter son épouse. Brad avait appris à maîtriser son comportement ces derniers mois. Au lieu de hurler, un rire inquiétant s'échappa de lui. Au mieux, Molly n'y était que 8 jours par mois. Il était temps de faire tomber Eric. Laura devait rassembler et examiner toutes leurs factures médicales des 5 derniers mois. Eric avait dû supposer que les factures médicales de Brad pour sa crise cardiaque noieraient tous les rapports d'assurance, si bien que ces 100 $ pour leur rencontre passeraient inaperçus. Laura était stupéfaite par l'évidente fraude à l'assurance qu'Eric avait commise envers leur entreprise. Brad lui a demandé de contacter un représentant de la compagnie d'assurance pour examiner cette affaire. La représentante était très contrariée à la lecture de leur documentation. Elle a dit qu'ils étaient malveillants, que les hommes de la commission se moquaient d'elle tandis que les femmes la regardaient avec dégoût. Brad a convaincu Joe de faire porter des accusations de fraude contre Eric par le procureur. Comme service rendu à Joe, le procureur a déposé des charges mais ne les a jamais poursuivies car 10 000 $ représentaient un montant insignifiant dans le monde criminel. Néanmoins, quiconque vérifiera le dossier d'Eric Adams verra ces accusations de fraude qui pèsent sur lui. Brad engagea une société pour examiner les demandes d'autorisation dans d'autres États au cas où Eric souhaiterait y exercer la kinésithérapie. Quelques jours après le dépôt, Joe Smith informa le nouvel État des activités frauduleuses et déshonorantes d'Eric. Comme Brad était classé comme handicapé à faible revenu, Molly dut reprendre le travail. N'ayant pas maintenu ses heures de formation continue, sa licence d'infirmière fut suspendue. Sa nouvelle carrière consistait à travailler comme aide-soignante dans une maison de retraite locale. C'était bien loin de sa vie privilégiée au country club. Son emploi du temps et ses revenus réduits l'empêchaient de rejoindre ses anciennes meilleures amies au bord de la piscine du club pour les cocktails de l'après-midi. Ses amis divorcés, si choqués par son divorce, commencèrent à inviter son pauvre ex-mari esseulé à dîner. Ses fils n'avaient presque plus de contact avec elle. Carrie et Molly se blâmaient mutuellement pour avoir éloigné Brad et les garçons. Les deux femmes étaient outrées par la maigre part des biens qu'elles avaient reçus de Brad après le divorce. Brad riait des menaces de Carrie de limiter l'accès à ses petits-enfants. Après un interrogatoire humiliant par un conseil médical concernant ses relations intimes avec Eric, elle rompit tout contact avec lui. Ni Brad ni les enfants ne savent si elle fréquente quelqu'un, mais c'est difficile en travaillant de nuit. Brad demanda à Joe s'il pouvait convaincre le procureur de porter plainte contre Molly pour des actes répréhensibles. Après tout, elle avait reçu 100 $ pour des soins en échange de faveurs. Brad s'en moquait. Au moins, la police vint à son appartement pour enquêter sur ces accusations humiliantes. Après la finalisation du divorce, Brad devint également la cible d'une enquête policière. Après une promenade dominicale dans sa SL 500 avec le lieutenant Pauls, désormais connu sous le nom de Shelley, les investigations commencèrent. Il n'était pas rare que Brad se retrouve plaqué contre le mur de son repère pendant que Shelley effectuait une fouille complète à la recherche d'objets dangereux. Il n'y eut pas d'examens intrusifs, mais les fouilles au corps étaient fréquentes. Brad retrouvait le goût de la vie. De nombreux amis et connaissances le présentaient constamment à leurs sœurs, voisines, amis et collègues. Pendant plus de 30 ans, il avait pensé que Molly était la seule femme pour lui. Il apprit que ce n'était pas le cas. Il appréciait le défi de trouver une nouvelle compagne. Fin. Si vous aimez cette histoire, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Nous vous en remercions.